J'adore quand tu chantes, mais là c'est le moment de retrouver le dessin animé culte. Si je vous dis Esteban, Tao et Zia, vous me dites? Les Cités d'Or. En tout cas, moi j'en connais un qui était amoureux de Zia à l'époque. Absolument, j'ai pas du tout honte de le dire, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'enfants comme moi qui ont l'impression de vivre les aventures d'Esteban, Tao et Zia. D'accord, donc un peu Nicolas sur le Grand Condor, quoi. En tout cas, nous, on vous a préparé un vrai joli sujet sur les Cités d'Or. Vous découvrirez un scoop. Une suite était prévue aux Cités d'Or. Alors que deviendraient Esteban, Tao et Zia? La réponse dans ce grand sujet d'Olivier Pannequin. Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Souvenez-vous, Esteban, le fils du soleil, Tao, Zia, à la recherche des cités légendaires entièrement construites en or. C'était tous les mercredis après-midi de cette année 1982, tout un univers créé grâce à une belle collaboration entre des Français et des Japonais qui se connaissaient déjà bien à l'époque. Nous étions à Tokyo en train de fabriquer Ulysse 31 et Jean Chalopin cherchait aussi une autre production et les Japonais de NHK ont proposé les mystérieuses cités d'or. Les artistes des deux pays ont donc pu se mettre à l'œuvre, les Français du côté des idées, les Japonais au scénario et au dessin. Pourtant, quand on regarde les personnages des mystérieuses cités d'or, le style japonais est loin d'être évident. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. NHK avait l'intention de faire quelque chose de prestige, donc il avait pris un très bon studio pour ça et les designs sont partis avec une volonté justement de ne pas faire comme les autres productions japonaises, justement pour se démarquer de cette production commerciale de l'époque. Il est vrai que lorsqu'on regarde le graphisme d'un manga comme Candy par exemple, on remarque tout de suite ses gros yeux remplis de lumière. Ce qui n'est absolument pas le cas de Zia par exemple, dont les yeux se résument à un trait, une pupille avec une petite lumière, et cela vaut pour l'ensemble des personnages de la série. Mais cette charte graphique à l'européenne ne s'est pas faite en un jour, et les dessinateurs ont tâtonné longtemps avant de trouver l'aspect définitif des personnages, comme vous pouvez le voir sur ces premiers croquis d'Esteban. Et parmi tous les personnages que côtoient Esteban, Tao et Zia, il y en est un particulièrement fascinant, le navigateur Mendoza. C'est quand même un mauvais personnage, au début très intéressé, qui petit à petit, faisant connaissance des enfants, apprend à les aimer, à les apprécier, et après va se dévouer même jusqu'à les sauver. C'était un concept, moi qui travaillais au début, je vous dis, avec les États-Unis, qui n'était absolument pas admissible aux États-Unis. Aux États-Unis, le dessin animé pour enfants, c'est des mondes manichéens. Donc Mendoza ne pouvait pas exister. Mais nous, enfin, ça nous passionne, c'est un personnage très riche. Je crois qu'il a fasciné beaucoup de spectateurs. Il y a des gens qui m'ont dit, depuis des jeunes que j'ai rencontrés, qui m'ont dit que Mendoza, c'était leur personnage favori. Au-delà des personnages, les appareils mécaniques font également partie intégrante des mystérieuses cités d'or, comme le fabuleux vaisseau Solaris. Au départ, ce navire devait posséder des mécanismes en bois de type moyenâgeux, mais les Français ont subtilement insisté pour axer la technologie du vaisseau sur l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce sera bien pour nos spectateurs d'aujourd'hui de retrouver des références d'aujourd'hui. Le clin d'œil qui fait que le héros de dessin animé ne comprend pas ce qui se passe, puisque lui vit au 15e siècle, au 16e siècle, et nous, du 20e, nous comprenons. Nous savons que le soleil fournit une énergie pour faire avancer des machines ou voler des machines. La technologie animant les ailes du Condor a elle aussi été davantage liée au soleil, sous l'impulsion des Français. Aujourd'hui, quand on repense aux mystérieuses cités d'or, on se rappelle également les incontournables petits documentaires qui concluaient les épisodes. Ils étaient réalisés par la chaîne japonaise NHK qui voulait, tenez-vous bien, rentabiliser ses équipes de reporters qu'elle avait aux quatre coins du monde. Célèbres et appréciés de par le monde, les mystérieuses cités d'or ont même fait l'objet d'une adaptation cinématographique au Canada. Malheureusement, pour l'instant, le film reste dans les tiroirs. Voici quand même des photos d'Esteban, Tao, Pizarro et Gaspard. L'avenir des mystérieuses cités d'or est donc peut-être à voir ailleurs. Souvenez-vous, à la fin des 39 épisodes, Esteban et ses amis découvrent enfin l'une des légendaires cités d'or. Sachant qu'il est question qu'il en existe 6 autres de par le monde, on est en droit de s'attendre à une suite. Il en était question il y a 2 ans, très fortement, et puis depuis, plus personne n'en parle. La suite se passait à peu près une semaine après la fin de la première série. Les enfants prenaient le Grand Condor et grâce à lui allaient en Amérique du Nord, où là, ils découvraient une trace d'une autre cité d'or et traversant le Pacifique, se retrouvaient au Japon.
et pour découvrir une deuxième cité d'or au Japon. Voulant en savoir davantage sur cette suite qui n'a jamais vu le jour, on a réussi à croiser la route du fameux Jean Chalopin lors du Japan Expo. Il a accepté de nous en dire un petit peu plus au sujet d'un nouveau personnage que rencontreraient Esteban et ses compagnons au cours de leur nouveau périple. Moi, j'ai imaginé un personnage qu'il rencontre, en fait, qui est un aventurier anglais qui a une encyclopédie, le fameux livre de Mou, si vous voulez, et qui a une encyclopédie avec lui. À l'époque, l'encyclopédie n'existe pas, nous sommes au XVIe siècle, et il le trouve alors qu'ils sont sur la Californie, prisonniers d'Indiens, ils vont être brûlés, exécutés, et lui il sort, c'est un espèce de village de quelques personnes qui arrivent d'aventuriers, et lui a fui l'Angleterre parce qu'il a été exécuté comme sorcier. Parce que ce livre lui donne des connaissances, et les gens le traitent de sorcier. Et il les récupère, et il part avec eux, avec le Condor, mais en fait c'est un personnage très ambigu et très mystérieux, et qui est un personnage dangereux pour eux. J'ai peur, j'ai trop. Espérons qu'un jour, ils trouveront l'or nécessaire pour poursuivre les aventures d'Esteban, Tao et Zia. Au revoir et à bientôt. C'est quand même rageant de savoir que la suite est écrite, qu'a priori les Japonais sont d'accord pour le faire, mais que c'est du côté des Français que ça coince. Et pourtant, je suis à peu près sûr qu'il suffirait d'un signe. Oh, magnifique transition, Nicolas, pour me permettre de lancer le carton de Jean-Jacques Goldman en 1982. En effet... Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She can grab a gobble, stand outside. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. Where's her appetite? She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. She knows
Après la pub, retour en 1981 avec que de la rigolade. On s'amusera à creuser nos méninges dans notre Actu Quiz, sans oublier de se marrer. On continuera à rire en parlant de Viens chez moi, j'habite chez une copine, et vous saurez notamment pourquoi Bernard Giraudot a failli ne jamais jouer dedans. Et on arrêtera de s'amuser tellement vous serez passionnés par les coulisses du dessin animé Ulysse 31. Alors, à tout de suite. 5 minutes, donc c'était terrible. Et bien là, vous allez revivre les moments de ce dessin animé culte, sauf qu'en plus, on a retrouvé le réalisateur et il va vous raconter plein de choses sur les secrets de fabrication de ce dessin animé. A tout de suite. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Souvenez-vous, en 1981, chaque soir à 19h55 sur FR3, Ulysse nous emmenait en voyage par tranches de 5 minutes aussi précieuses que frustrantes. Si le projet d'adapter l'Odyssée d'Homère en dessin animé de science-fiction vient du cerveau bouillonnant de Jean Chalopin, il faut savoir que le principal maître d'œuvre de la série s'appelle Bernard Derriès. Nous l'avons rencontré dans son atelier et première question, pourquoi avoir choisi une époque aussi éloignée que le 31e siècle ? Science-fiction trop proche nous aurait contraint à suivre une science-fiction un peu qu'il y avait à l'époque. C'était 2001, lycée de l'espace, vous voyez, à la mode. Donc c'était très scientifique. L'équipe a donc choisi une époque très éloignée afin de pouvoir inclure des références magiques et surtout mythologiques, puisque comme vous le savez, Ulysse 31 est inspiré de l'œuvre d'Homère, mais pas seulement. On s'est aperçu très vite qu'à l'intérieur de l'œuvre d'Homère, on n'irait pas très loin. Il y avait des sujets pour faire 12-13 épisodes. Ensuite, il a fallu prendre dans la mythologie grecque. Comme dans l'épisode du Minotaure, mais aussi celui de Sisyphe, ou même des épisodes complètement inventés comme celui où Ulysse découvre une cité peuplée de robots. Inspiration grecque évidente donc, mais aussi japonaise. Ulysse 31 est en effet le premier dessin animé franco-japonais. Et Bernard Derriès se souvient bien de cette collaboration qui a donné naissance à d'intéressants compromis. On s'est rencontré avec Araki San, qui est le directeur d'animation japonais. Je suis allé passer 2-3 jours chez lui à dessiner. Et donc, le dessin a fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Et il a accepté beaucoup mieux les changements. Si vous regardez de près, Ulysse n'a pas vraiment le look japonais, sauf où je lui ai dit les extraterrestres. Donc, Yumi et son frère Numayos, c'est toi qui les fais. Comme ça, ils auront l'air extraterrestres à côté des autres. Et il les a fait vraiment à la japonaise, où ils ont des grands yeux et des mentons pointus, si vous regardez. Avant que vous ne partiez, je voudrais retenir. Thémis et Numayos ne sont pas les seuls à avoir une histoire concernant leur conception. Prenez Télémaque, par exemple. Savez-vous qu'il existe une raison pour laquelle il n'a pas hérité de la couleur des cheveux de son père ? C'est parce que c'est un peu... Télémaque, c'est le portrait de mon fils à l'époque, mon fils aîné. Donc il était blond. Vous savez, vous pouvez être blond et brun après quand vous êtes plus vieux. Donc... Quant à Ulysse, sa ressemblance avec Jean Chalopin, le créateur de la série, est plutôt troublante. Les personnages dessinés, il fallait maintenant pouvoir leur imaginer un vaisseau. C'est l'illustrateur français Manchou qui a imaginé le design définitif de l'Odysseus en forme d'œil. Manchou est également connu d'ailleurs pour avoir designé les vaisseaux d'une autre série animée phare des années 80, Il était une fois dans l'espace. Les Japonais ont approuvé le design de l'Odysseus à un détail près. Ils auraient aimé lui rajouter des canons, mais les Français ont refusé. Ça ne concordait pas avec l'esprit pacifiste d'Ulysse. Toutefois, ça n'empêche pas notre héros d'être bien équipé. Grâce à l'influence de Star Wars, il bénéficie d'un sabre laser. Et puis il a également ce fameux bouclier qui n'est pas sans rappeler l'attirail des guerriers de l'Antiquité. Bref, intelligemment écrit, brillamment dessiné et animé, Ulysse 31 a marqué toute une génération. Maintenant que les années ont passé, 20 ans plus tard, peut-on espérer qu'Ulysse revienne ? Je sais pas, on pourrait imaginer, si quelqu'un voulait le faire, un long métrage, pourquoi pas ? Quelque chose comme ça. Ça a été au début, en même temps que la suite des épisodes. Moi, j'étais parti pour faire un long métrage au Japon, mais ça s'est pas fait, je vous dis, suite de mésentente entre les auteurs. Et là, forcément, j'ai envie de dire Ulysse revient. Ulysse
Très bien. Allez, Nico. Bon, je me demandais jusqu'où elle allait aller, ça devenait terrible. En tout cas, on n'est pas sûr qu'Ulysse revienne. Je peux vous raconter la fin d'Ulysse si ça vous intéresse. Bah, grave. Alors en fait, Ulysse est sur le point de rentrer chez lui et là, les dieux lui disent voilà, il y a quand même une dernière épreuve. Alors tu as le choix entre rentrer chez toi et voir tous tes compagnons mourir ou repartir dans l'espace. Forcément, Ulysse a un grand cœur, il fait bon allez, je repars dans l'espace et là, les dieux lui font bah attends, c'était une blague. En fait, tu peux rentrer chez toi et retrouver ta femme, tes enfants, ton poisson rouge. The end. Voilà, pour nous aussi c'est la fin, mais on se retrouve demain avec un sujet exclusif sur le making-of de l'album phare de U2, celui sur lequel il y a With or Without You et When the Streets Have No Name. Voilà, c'est Where the Street Have No Name, hein, mais c'est pas très grave. Et puis on aura aussi le visage du mec qui fait la voix de Nicky Larson en français. Bon, et on se retrouve demain avec un sujet vraiment bien sur Predator avec Schwarzenegger et vous saurez enfin à quoi ressemblent les acteurs de La Petite Maison de la Prairie aujourd'hui. Ça va être énorme, ça vraiment. Soyez là au rendez-vous demain. Bye bye. Salut, à demain. Opté. Alors, petite devinette pour Nicolas, quand ça vous prend, ça vous lâche plus, ça vous fait perdre plusieurs heures par jour, au début ça vous amuse et puis à la fin ça vous énerve. Bah, une femme. Ah, c'est super joli, Nicolas. Il s'agissait du jeu Tetris, le jeu le plus vendu au monde et qui explose en 1985. Alors, d'où vient le nom de Tetris? Qui a inventé le Tetris? Et jusqu'où les fans sont-ils encore prêts à aller aujourd'hui pour leur passion de Tetris? Autant de questions, autant de réponses dans un sujet de Julien Dugast. 1985, l'un des jeux les plus populaires au monde voit le jour. Vous êtes vif, vous êtes rapide, alors vous avez deviné, il s'agit bien sûr de Tetris. Et l'inventeur de ce puzzle, c'est lui, il est russe et se nomme Alexis Pajitnov. Avec 80 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, on pourrait imaginer que son créateur est millionnaire. Eh bien non, le brevet ne lui appartient que depuis 96. Entre-temps, l'un de ses compagnons s'est approprié la licence, comme quoi décidément, faut se méfier de ses amis. Pour ceux qui se demandent pourquoi ce nom de Tetris, tout simplement parce que les pièces sont composées de 4 carrés, ce sont donc des tétraèdes, ça y est vous avez compris. Autre chose à savoir, le jeu comporte 7 formes différentes pour une raison, votre cerveau ne peut pas en retenir une de plus. Presque 20 ans après, on trouve toujours de nombreux fans du Tetris, certains d'ailleurs un peu plus accros que d'autres. Avril 2000, des employés d'une grosse boîte américaine décident d'organiser une partie de Tetris géant. 5 mois de préparation, plus de 10 000 guirlandes de Noël installées sur un building de Rhode Island, ça donne ça. En même temps, je viens de vous raconter l'histoire du Tetris et je suis toujours pas fichu de faire 4 lignes d'affilée. S'il vous manque un sujet de conversation pour ce soir, surtout restez avec nous parce qu'après ce qu'on va vous raconter sur la série Culte V, eh bien vous avez des chances de faire grincer des dents autour de la table. Mais maintenant, Nicolas, c'est à toi de lancer le clip d'après. Me dis pas, je ne te croirais pas que tu sais pas ce que c'est. Alors logiquement, c'est le clip de Julien Clerc, Mélissa. Oh, Nicolas. Mélissa. D'accord. Mélissa métisse dit sa vie toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Mélissa me tue. Le matin derrière ses canisses alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs devant chez Mélissa, y a tout plein d'inconnus. Descendez, ça c'est défendu, oh c'est indécent. Elle crie mais bien entendu, personne ne descend. Sous la soie de sa jupe fendue, en souvent gros plan, tout un tas d'individus, film noir et blanc. Mélissa métisse dit pissa à des seins tout pointus. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Mélissa me tue. Descendez, ça c'est défendu, maté chez les gens. Elle crie mais bien entendu, y a jamais d'argent. Elle crie c'est du temps perdu, personne ne l'entend. La police est tout défendue, 10 ans qu'elle attend. Mélissa métisse dit pissa a toujours sa vertu. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Mélissa me tue. Mélissa métisse dit pissa vie toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça,
je vous ai jamais vu. Le matin derrière ces canisses, alors je vends des longues vues. Mais si jamais Mélissa c'est ça, là c'est moi qui vous tue. Ma métisse. Ma métisse c'est nul. 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 Vous êtes toujours dans 80 à l'heure et on passe maintenant à notre séquence série télé. Souvenez-vous, dans les années 60, on avait Les Envahisseurs avec David Vincent. Dans les années 90, on a eu X-Files avec David Duchovny. Et pendant les années 80, on a eu un autre type d'extraterrestre. On a eu la série préférée de Nicolas, c'était un drôle de petit bonhomme poilu et il s'appelait Alf. Rien à voir, lui il bouffait des chats. Ceux dont on va parler, ils mangeaient des souris. C'était les visiteurs V, les hommes lézards là. Ouais, c'est ça, t'adorais Alf. Non, pas spécialement. C'est pas parce que j'ai un chat dans la gorge que tout de suite on doit en parler. En tout cas, on a décidé de porter un regard nouveau sur cette série. Donc dans la première partie du sujet, je pense que vous allez pas mal rigoler. Dans la seconde, vous allez plutôt grincer des dents. Regardez, c'est un sujet de Christelle Langlois. T'adores Alf. Non, j'aime pas Alf. Tout le monde se rappelle de V et de ces visiteurs extraterrestres à l'apparence humaine qui n'étaient en réalité que d'immondes lézards qui voulaient détruire le monde en s'empiffrant de souris. Franchement, en voyant ces créatures visqueuses déguisées en monstres d'Halloween, on se demande encore comment on a pu être scotché à cette série tellement c'était kitsch et manichéen. Exemple, on vous dit il y a des soucoupes volantes au-dessus de votre maison et vous avez deux possibilités pour vous en sortir. A, vous fuyez parce que... L'attaque commencera à 9h précises. Soyons sans merci. Aujourd'hui, nous allons conquérir le monde. Ou B, vous restez et vous décidez de partager la planète avec eux. Bingo! On peut pas avoir juste à chaque fois. Ils ont décidé de rester. C'était peut-être pas la bonne solution. John, j'admire votre prudence. Première rencontre avec votre colocataire, vous la voyez elle, et même si elle a l'air humaine, ce n'est pas possible qu'elle soit sympa. Avec cette petite bouche, ses yeux cruels, ce costume ridicule, ne me dites pas qu'elle sent pas le lézard à plein nez. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Fais pas un film, c'est bien une méchante. Attention, il y avait aussi un piège dans les personnages. En fait, Willy, c'est un vrai gentil. En parlant de lutte, heureusement qu'un petit groupe d'humains un peu plus vifs du bulbe s'est réveillé à temps pour organiser la résistance et combattre l'envahisseur. Bon, supposons qu'on décolle. Et où est-ce qu'on se pose ensuite? En tête de la rébellion, un ancien coiffeur, non je plaisante, mais il avait un sacré brushing. Donovan, un journaliste fou amoureux de Julie, une scientifique, sa petite souris, mais pour le coup, il la bouffait pas. Au fur et à mesure que les épisodes avancent, la résistance arrivera à bout des visiteurs, mais ça n'aura pas été facile. Nous avons commencé ensemble, nous finirons ensemble. Oui, mais alors allez-vous me dire pourquoi cette série a aussi bien marché? Eh bien, je vais être sérieuse 2 petites secondes pour vous expliquer pourquoi V n'était pas une série comme les autres. Sous couvert de la science-fiction, l'auteur de V a voulu nous montrer comment pourrait réagir une population en cas d'attaque par une armée fasciste. En fait, tenez-vous bien, une foultitude de signes pousse le téléspectateur à comparer les lézards de la série aux nazis des années 40. Comme pendant l'occupation en France, par exemple, les visiteurs décrètent la loi martiale et prennent le contrôle de la planète en enrôlant de jeunes sympathisants extraterrestres sur le modèle de la jeunesse nazie. Encore plus flagrant, l'emblème de l'ennemi derrière le gros balèze en noir qui ressemble quand même beaucoup à une certaine croix gammée. En position d'attaque silencieuse. Le créateur de la série nous montre aussi comment les terriens réagissent à tout ça. Acte de bravoure. Entrez. Merci. Mais aussi dénonciation, et tout y passe. Tu les as trahis. Mais ne montons pas sur nos grands chevaux et finissons sur une note un peu plus légère. V reste aujourd'hui une référence au niveau de la science-fiction. Pour la petite histoire, les effets spéciaux ont été faits par des super pointures, habitués à travailler avec Spielberg. Alors on se demande encore pourquoi cette série s'est arrêtée si brutalement. On parle de manque de budget, mais le mystère reste entier. Ce qui est sûr, c'est qu'on attend tous une suite. Au dernier épisode, on s'en est arrêté là, oui, et après.
Voilà, 80 à l'heure, c'est terminé pour aujourd'hui, mais surtout, soyez au rendez-vous lundi parce qu'il y a énormément de choses qui vous attendent. On vous parlera d'OMD, mais qui peut bien se cacher derrière ce sigle mystérieux? Eh bien, c'est peut-être la révélation de votre vie. On vous parlera aussi de Tom Sawyer, qui se cache derrière le générique de Tom Sawyer. Bref, tout ça, c'est lundi. Et puis à propos de dessin animé, on a retrouvé le réalisateur d'Ulysse 31 qui va vous faire des tas de révélations. Vous avez intérêt à leur répéter tout ce que vous m'avez dit, hein. Dis ce que je vais lui faire à ta petite salope de gitane. Tu veux que je te le dise? Je vais te dire, moi, ce que je vais lui faire. Tu vas lui faire à sa petite putain de gitane, toi? Tu vas lui faire quoi? J'ai pas bien entendu, dis-moi. Rien. Hein, tu vas lui faire quoi? Rien, ça va, j'ai dit ça comme ça. Ah, t'as dit ça comme ça? Fais gaffe, ça peut être dangereux, ça. Tu vois, j'éviterai de bouger parce que je sais pas ce qu'il a Pablo, mais il t'aime pas du tout. Hein. Mais je vais rien faire, sa fille. Ta gueule. Ça va? Ouais. Hein? C'est le métier qui rentre. Bon, allez, reste pas là. Mais pourquoi? Reste pas là. Ah, doucement. Vous avez intérêt à leur répéter tout ce que vous m'avez dit, hein. J'ai pas de preuves, vous savez bien. On s'en fout des preuves. Vous racontez votre histoire aux gendarmes, les preuves, on verra après. C'est un fou furieux. Je peux avoir de sacrés problèmes, moi, avec lui. Bon, alors amenez-vous parce que ça va être avec moi que vous allez avoir de sacrés problèmes. Ah, Raymond, t'es là. Bah, ça tombe bien. Non, t'es en garde à vue. En garde à vue, mais pourquoi? Je vais t'expliquer. Plus excitant que le club des 5, plus sélect que le clan des 7 et beaucoup plus sexy que la bande à Basile, la bande à Zora Larousse était celle dans laquelle on avait tous envie de rentrer. Eh bien, nous, on est rentré chez Zora Larousse 20 ans après. Et oui, on l'a retrouvée à Belgrade, en Yougoslavie. Ingrid Angeloglou est allée passer quelques jours avec elle pour savoir ce qu'elle était devenue. Vous allez voir, c'est étonnant. Bon voyage. Comment oublier le générique et les célèbres paroles de Zora Larousse, la justicière la plus populaire des années 80. La musique de la série est toujours ancrée dans nos mémoires, toutefois l'histoire et les différentes aventures de Zora restent un peu floues dans nos têtes. Normal, la série apparaît en 1981 sur le petit écran et sa dernière diffusion date de 1985. Je vais te montrer le passage secret. C'est moi qui l'ai trouvé. Allez, viens. Attention, théoriquement, on doit toujours passer l'épreuve du poignard avant d'être amis. C'est le règlement, tu le sais. Alors, pas d'exception. Il faut d'abord qu'il montre s'il a du courage. Récapitulons, nous sommes au début du XXe siècle à Senji, une petite ville yougoslave au bord de l'Adriatique. Zora est une jeune fille de 15 ans qui dirige une bande de vagabonds. Cachée dans une vieille forteresse abandonnée, Zora et ses compagnons orphelins veulent vivre libres, fiers et conquérants. Obligés donc de voler pour survivre. Oh, je sais très bien lequel raconte des histoires. Moi aussi. Hé là, 1 minute, ne partez pas. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis les premiers épisodes de Zora Larousse. Le petit écran n'a pas de ses nouvelles depuis cette époque. Nous sommes donc partis à sa recherche en Yougoslavie, direction Belgrade. Et à ma grande surprise, ce n'est pas dans un studio de télé que nous l'avons retrouvé, mais dans une école. Bonjour. Lydia Kovacevic, alias Zora Larousse, âgée de 39 ans, mère d'un petit garçon, est aujourd'hui professeure de lettres et directrice de son école à Belgrade. Mais revenons 25 ans en arrière. Adolescente, Lydia est inscrite dans la troupe théâtrale de Radio Belgrade en Yougoslavie. C'est en cette année 1977 que ses rêves d'enfant deviennent réalité. Un jour, un des coproducteurs de la série est arrivé à cette radio. Nous étions plusieurs filles à y travailler et c'est à moi qu'il a proposé de faire des essais. Je me souviens le jour du casting où toutes les filles passaient les unes après les autres. Quand mon tour est venu, le réalisateur a dit « C'est elle, Zora ». Lydia Kovacevic est sélectionnée au casting parmi une trentaine de jeunes filles pour interpréter le rôle de Zora Larousse. Le producteur est séduit par le regard dur, le naturel et l'allure de Lydia, qui ressemble au caractère de Zora Larousse. Seul problème, Lydia est brune de naissance et ses parents en déplacement à l'étranger ne sont pas là pour signer le contrat. Ils ont donc coloré mes cheveux en roux.
À l'époque, je n'avais que 15 ans et mes parents n'étaient pas à Belgrade. Je leur ai envoyé un télégramme et je leur ai dit « je vais devenir comédienne. Venez vite signer le contrat avec la production ». Justement, la signature du contrat aura lieu ici même, un lieu récemment refait, réputé pour les rencontres du showbiz. Le tournage débute donc en 1978 et durera seulement 3 mois et demi. Elles sont bonnes, hein? N'en mangez pas trop, sinon on vient à la colique. Lydia court, grimpe, saute et fait les 400 coups pieds nus sans aucune difficulté apparente. Et pourtant... C'était terrible. J'avais aucune protection sous les pieds, j'avais souvent les pieds blessés, en sang. Non seulement Zora Larousse marche pieds nus dans la plupart des épisodes, mais son rôle est aussi extrêmement physique. Pourtant, Lydia n'a pas été difficile à diriger. Non, j'ai toujours eu cette énergie, cette vivacité. À l'époque, je courais 3 ou 4 kilomètres en 1 heure. Cela dit, c'est vrai que c'est difficile de courir, grimper, sauter. Un jour, j'ai bien failli me casser la jambe en sautant à 6 mètres de hauteur. À la fin du tournage de la série, Lydia ne manque pas de propositions. Pourtant, l'aventurière préfère l'université et la littérature au studio télé. Après le tournage, j'ai compris qu'être actrice n'était pas une mince affaire et ce n'est pas seulement un jeu. J'ai pris conscience que le métier le mieux pour moi était d'être prof. Mon métier de prof finalement ressemble beaucoup au métier d'acteur. Mon public, ce sont mes élèves. Après ma classe, je peux passer du temps avec mon fils et ma famille. Et ça, pour un acteur, c'est impossible. Les élèves de l'école ignorent la carrière télé de leur professeur et ne savent rien de l'héroïne des années 80, mais plus pour longtemps. Non, ils ne le savent pas, mais comme ils ont entendu dire qu'une équipe de télé allait venir, alors j'ai justement eu l'idée de leur raconter la semaine prochaine l'histoire de Zora. Pour replonger Lydia dans son enfance et surtout dans les aventures de Zora Larousse, nous lui avons montré à nouveau des épisodes de la série. Preuve que nous sommes bien à l'entrée de son appartement, le petit garçon que vous apercevez, c'est Sergi, le fils de Lydia. Bonjour, bienvenue. C'est Bégovic, regarde! Arrêtez! Les filles, demi-tour! Arrêtez! Au nom de la loi! C'est très émouvant de revoir ces épisodes. Je me rappelle bien du tournage. J'ai l'impression d'y être encore. Il y a eu tellement d'amour, de larmes et de bonheur pendant le tournage. Bien que Lydia Kovacevic ait disparu aussi vite du petit écran, aujourd'hui la jolie rousse ne serait pas contre un comeback en télévision ou au cinéma, mais quelque chose me dit qu'on ne la reverra pas pieds nus. Et voilà, 80 à l'heure, c'est malheureusement terminé pour aujourd'hui. Mais alors la bonne nouvelle, Nicolas, c'est quoi déjà la bonne nouvelle? Regardez comment elle se tient. C'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien la bonne nouvelle, c'est que vous allez découvrir ce qu'il y a dans l'émission de jeudi dans quelques petites secondes. En attendant, ciao, bye bye. À jeudi, bye bye. On se retrouve jeudi avec l'année 86. Côté musique, on parlera de The Cure. Vous retrouverez Tom Cruise dans le film culte Top Gun. Michael Knight nous emmènera faire un tour de voiture avec Kit dans K2000. Et puis notre amusant Actu Quiz. Et côté dessin animé, on parlera de Lady Oscar. Alors à jeudi. Soldat, c'est plus qu'un métier. L'armée de terre recrute. Appelez le 0892 68 24 14. Armée de terre, bien plus qu'un métier. Quel que soit l'endroit où le calcaire s'accumule, Anti-Cal Spray l'élimine et laisse un film anti-goutte pour un brillant qui dure. Anti-Cal Spray, vivez en brillant.
lumière sur la SketchUp. La SketchUp est le nouveau phénomène venu d'Espagne. Composé de 3 sœurs, le groupe provoque un raz-de-marée dans toute l'Europe. Un large public s'est déjà approprié leur chorégraphie imparable. Vous voulez tester vos connaissances musicales? Alors appelez vite le 08 92 68 06 06 et vous gagnerez peut-être ce t-shirt collector. Retrouvez Popstar avec les céréales fitness de Nestlé. Ce soir à 20h50 dans Popstar, l'heure est à la distribution des 40 places du workshop. Elisabeth, Bruno et Valérie se réunissent une nouvelle fois pour visionner les prestations des candidats. Elle chante super bien, donc on ne peut pas passer à côté. Performance vocale, sens du rythme et du mouvement, aptitude à travailler en groupe, rien n'est laissé au hasard. Et pour les candidats, leur avenir de Popstar ne tient plus qu'à un coup de fil. Entourés de leur famille et de leurs amis, ils attendent tous la bonne ou la mauvaise nouvelle. Alors, on pense que t'es pas tout à fait mûr encore. Alors, qui aura la chance de vivre l'expérience du workshop? Réponse ce soir à 20h50 dans Popstar. Soif de musique? Retrouvez Popstar avec Oasis. M6 Interaction présente... Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle session de 80 à l'heure avec des nouveaux sujets. Bonjour Valentine. Salut Nicolas, salut à tous. Alors aujourd'hui on remonte le temps jusqu'en 1986. Tout ce qu'il se faisait de mieux en matière de cinéma, musique, séries télé et dessins animés. Et tout ça, c'est dans le sommaire. Bienvenue en 1986, on reviendra sur les origines de The Cure et vous découvrirez entre autres comment le groupe s'est distingué grâce à un mauvais batteur. S'il avait été un bon batteur, le son de Cure aurait été différent. Top Gun est encore de nos jours un film culte, un beau casting, une belle histoire d'amour. Fais-moi l'amour ou je ne réponds plus de mon corps. Mais nous on a retenu aussi le côté amusant, vous verrez. On laissera la place à notre culturel et amusant Actu Quiz. Ah, je crois bien que Ferguson. Alors je vais ouvrir. Et souvenez-vous de Michael Knight et de sa voiture, on a retrouvé pour vous la voix de Kit. Michael. Vous connaîtrez tous les secrets de fabrication de la série. On parlera aussi de Lady Oscar. J'ai décidé que tu t'appellerais Oscar et que tu serais mon fils. On reviendra sur le film et vous saurez quel rapport il y a avec Mylène Farmer. Autant vous dire que ça va être bon et on commence l'émission en musique. Les Cure sont sûrement un des groupes qui a été le plus copié jusqu'à leur coupe de cheveux qui ont inspiré des gens aussi différents que Indochine ou Pierre Palmade. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas vous parler simplement de coiffure dans ce sujet de Cure, mais de choses un petit peu plus intéressantes comme par exemple le son de Cure qui viendrait d'un malentendu. C'est ce que va nous expliquer Nathalie Sarton. « 1986, c'est l'année de la consécration pour Cure. Cette année-là, le groupe atteint une popularité internationale avec la sortie de l'album The Head on the Door. Les singles Close to Me et In Between Days marquent à jamais leur carrière. Un succès fulgurant qui n'a pas vraiment étonné les membres du groupe. Le milieu des années 80 était une bonne période pour nous. Le groupe était très en vue, c'était le moment idéal. Et je pense que l'album est sorti quand il fallait. On apportait un son nouveau. En fait, The Head on the Door était un album facile. Pourtant, tout n'a pas toujours été facile pour Cure. Comme beaucoup de groupes, ils connaissent les galères et les concerts de rue. Tout commence véritablement pour eux à la fin des années 70. Après avoir signé avec un label allemand qui leur imposait de rester dans la vague punk, les jeunes Anglais ont déjà une idée précise de la musique qui les attire et refusent d'être considérés comme un simple produit marketing. Ils préfèrent donc mettre fin à cette collaboration et inondent l'Angleterre de leurs démos. Ils reçoivent finalement 7 lettres. C'est le producteur Chris Perry qui les remarque et leur permet de sortir leur premier album Boys Don't Cry en 1979. Il faut dire qu'à l'époque, Cure a déjà un truc en plus par rapport aux autres groupes du moment.
Je crois que les premiers sons de Cure et notre originalité viennent du fait que nous étions trois. Laurence, le batteur, n'était pas très bon. Nous étions donc limités rythmiquement. Et ça nous a aidés, c'était un avantage. S'il avait été un bon batteur, le son de Cure aurait été différent. On aurait sonné comme n'importe quel autre groupe, mais là il a fallu qu'on s'adapte. Cure s'impose donc grâce à un mauvais batteur, mais se démarque aussi par ses paroles. Des textes sombres et lugubres qui traduisent leur mal de vivre, leurs angoisses, voire leur côté paranoïaque. D'ailleurs, l'interprétation d'une de leurs premières chansons, Killing an Arab, traduisée par Tuer un Arabe, leur a valu un beau scandale au début de leur carrière. Certaines personnes y voyaient une connotation raciste, alors que Robert Smith, lui, faisait référence à l'étranger de Camus. En plus de sa musique immédiatement reconnaissable, Cure, c'est aussi un look. Ils lancent une véritable mode copiée par tous leurs fans, cheveux crêpés, maquillage dégoulinant et tenues sombres. On est déjà très loin de l'image sage de leur début. D'habitude, je suis pas maquillé. Je me maquille juste pour les concerts. C'est comme le théâtre. Je ne serais pas à l'aise sans ce déguisement sur scène. Avec ça, je deviens quelqu'un d'autre. Je suis moins timide. Et si aujourd'hui il prend plus de recul, au milieu des années 80, Robert Smith vit mal sa popularité. Son cynisme est de plus en plus marqué, il devient obsédé par la mort, se perd dans l'alcool et les drogues. À l'époque, j'étais pas préparé à tout ça. C'est un saut énorme. C'est difficile à expliquer, mais les choses changent. Soudainement, tout le monde sait qui tu es. On peut pas s'y habituer comme ça te tombe dessus. Faut l'accepter. Mais je n'aurais jamais pensé que Cure puisse prendre de telles proportions. Dépassé par sa popularité, Robert Smith décide de surprendre. Il se tourne alors vers une pop acidulée qui plaît moins aux fans des débuts, avec des titres comme Love Cats, écrit après la sortie des Aristochats de Walt Disney, ou encore ce morceau, Friday I'm in Love. Au fil des années, on nous a reproché de ne pas privilégier le côté sombre par rapport à la pop. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de la pop. Ça me plaisait. À la fin des années 80, Robert Smith se marie, il se stabilise et devient moins radical. Pourtant, le dernier album Blood Flowers affiche un retour aux sources, des textes plus sombres et des musiques pesantes. Et si Cure reste aujourd'hui un des groupes les plus novateurs de la musique anglo-saxonne, ces grandes années appartiennent désormais au passé. Je me fais beaucoup mieux au succès et à tout ce qui va avec maintenant. Il faut dire que je suis moins célèbre qu'avant. Et après les garçons coiffeurs de Cure, place maintenant à trois filles qui auraient pu être coiffeuses, les Bananarama. Alors je me souviens très bien, j'étais en Angleterre quand je les ai découvertes pour la première fois, j'ai trouvé mes super sexy. Et là je les ai revues il n'y a pas longtemps.